Oh putain. Oh, Oh putain. Le sweat. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que ce sweat deviendrait le sweat le plus hype de la saison. Je t'avais dit que ce sweat serait revendu sur Alibaba d'ici 2 ans et demi. Quand le projet Sean Marks exploserait. J'ai investi, hein. Nom de Dieu. Nom de Dieu, que s'est-il passé en NBA hier soir? On s'installe peinard, en faisant la bise. Apéro obligatoire. On l'avait annoncé, apéro XXL, pour parler d'une phrase qu'on ne pensait pas dire forcément ce jeudi. Transfert de James Harden aux Nets. On a bien Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden dans la même équipe. On y est? Je pensais pas que ça tomberait là, moi. Eh ben moi non pas. plus. Là, je trouvais que le timing était chelou, mais en fait... Ah bah complètement, attends, de toute façon c'est simple, on a toujours été transparent avec notre chère communauté, hein, quand même. Avec Giovanni, on a environ 2 nuits par an où on lâche les réseaux sociaux, et comme par hasard, c'était hier soir, au moment où il y a le transfert, que je fais, mais putain, c'est pas possible, ils ont balancé la Vosges bombe, c'était en pleine soirée, hein, Alex, que la bombe a été balancée. D'abord, on a eu, je sais plus l'ordre exact, mais en gros, il y avait des déclarations de Stephen Silas, comme quoi James Harden était pas à l'entraînement aujourd'hui et tout. Ouais, on a eu des rumeurs sur les Sixers aussi, un petit peu. On a surtout Shams Charania qui débarque vers 20h30, Ouais. un truc comme ça, Ouais. heure française, hein, en mode culminate quickly. Hein, Alors ça, c'est-à-dire, on l'ajoute, hein, on l'ajoute au wording, ça, on Alex? l'ajoute au wording celle-là parce que Ouais, je l'avais pas encore vu. Le culminate quickly. C'est ça. Donc, puis là, il nous mettait une offre de Brooklyn avec plein de pics de draft. Et attention, les Sixers sont aussi sur le coup. Là, ça a balancé de la rumeur en mode ouais, Ben Simmons, plus Tyrese Maxey, plus Ty Bull. Oh non, pas Ty Bull. Oh non, pas Maxey. Machin. On sait pas vraiment. Comment dire, quel est le vrai du faux là-dedans? Est-ce que les Sixers étaient vraiment intéressés? Ou est-ce que ce sont les agents et les conseillers de Harden ou le clan côté Rockets qui a balancé comme ça, qui a saupoudré de la fausse rumeur la sauce, ouais. pour forcer Brooklyn à balancer le meilleur package possible? Toujours est-il que allez, 1 heure après, même pas. Hein. Ah bah c'était là, bouclé. Ça a culminé quickly. Ça a culminé très quickly, tout à fait, très Emmanuel Quickly. On a eu une magnifique annonce qui a été faite 1 heure plus tard, puisque le trade a été officialisé avec à la fois Adrian Wojnarowski d'ESPN, avec Shams Charania de The Athletic, et donc, pour ceux qui débarquent, qui auraient depuis 24 heures la tête dans leur derrière, on vous a fait un petit récap. Attention, tableau. Et regardez, c'est magnifique. Alors, nous avons 4 équipes. Exactement. À la base, et on va tout décortiquer, hein. D'abord vous donner les infos et ensuite rentrer dans le détail pour chaque franchise. À la base, on avait les Rockets qui voulaient faire un transfert, on avait les Nets qui étaient un petit peu dans le collimateur avec les Sixers, et puis c'est un transfert à 4 avec les Cavaliers et les Pacers qui ont rejoint la partie. On a les Pacers qui récupèrent Caris LeVert de Brooklyn avec un second tour de draft à voir, j'avais mis si c'était Rockets, mais en tout cas c'est un second round. A priori, je crois que si j'ai bien suivi, je crois que c'est un second round qui vient donc des Rockets. Normalement, oui. En gros, c'est une espèce de mini trade dans le trade où il y a Caris LeVert et un second tour de draft qui atterrissent à Brooklyn, mais qui Rockets et qui repartent tout de suite en échange de l'Adipo. Exactement. Ouais. Les Cavaliers qui se sont intégrés avec Kobe Altman dans l'équation pour récupérer Jarrett Allen et Taurean Prince, eux qui ont lâché notamment Dante Exum dans cette équation. Et le pick des Bucks aussi, je crois. Ouais, et justement on va y venir puisque les Nets, eux, récupèrent James Harden et Houston a enfin réussi à obtenir le package qu'il désirait, c'est-à-dire Victor Oladipo des Pacers, Dante Exum qui vient des Cavs, on a Rodion Kurucs qui vient de Brooklyn, et donc la fameuse petite équation qu'on a vue récemment en NBA, premier tour de draft de 2022, de 2024, de 2026, le pick dont tu viens de parler des Cavs qui vient via Milwaukee, et la possibilité de swapper les picks de 2021, 2023, 2025, 2027, 2054, 2040. Swapper avec les Nets. Exactement. Donc assez peu probable finalement, en tout cas sur les premières années, puisque un swap, si tu swaps, c'est que l'équipe avec laquelle tu peux swapper a un meilleur pick que le tien. Et normalement... là franchement, si les Nets ont des picks plus intéressants que les Rockets, ça voudrait dire qu'ils n'auront pas fait forcément une super affaire. Ou alors, tout à fait. L'on y reviendra, comme l'on dit. L'on y reviendra, exactement. Et on ne sait jamais, peut-être que Stephen Silas est le nouveau Red Auerbach et qui va nous emmener les Rockets de Christian Wood sur le toit de la planète basket. Le Christian Wood et Victor Oladipo. Exactement, et John Wall.
et John Wall et DeMarcus Cousins. Exactement. Mais donc, blockbuster trade, ça y est, on l'a enfin eu. Ça faisait des semaines qu'on avait cette saga James Harden. Ça faisait tellement de jours consécutifs où on avait vu cette espèce de télé-réalité au sein de la NBA se dérouler. On ne savait pas comment ça se passait au quotidien. Les fans des Rockets étaient en PLS total, on s'était un peu foutu de leur gueule. On avait bien rigolé de James Harden en mode Jean-Marie Bigard qui se pointe au camp d'entraînement en mode oui, bon, il y a match, je vais mettre ma quarantaine de points, mais bon, surtout très très clairement, après plusieurs rencontres, dès qu'il y avait un point presse, il a été le premier à pouvoir dire bon, je pense que c'est une relation qui ne peut pas être réglée. Je pense que les Rockets, l'équipe est pas assez bonne aussi, là, dernièrement, qu'il avait dit. Tout à fait. Que la chemistry n'est pas bonne. Ouais. Il est quand même gonflé, hein, au-delà de ses il kilos. est surgonflé en ce moment, c'est pas pareil. Mais on peut, justement, on peut commencer par cette notion. Ouais. Autant, tu vois, moi, on va discuter les Pacers, les Rockets, les Cavs, les Nets, comment ils s'en sortent. On va parler sportif, on va parler gestion contractuelle, thunes, finances, exception, blablabla, blablabla. Il y a un truc, moi, que je vais envie de dire dès le début, c'est que autant James Harden est un joueur qui me fait marrer et dont j'admire le talent, même si parfois le style de jeu m'énerve et me fait pas rêver. Je comprends qu'il avait peut-être envie de bouger de Houston. Tu peux avoir envie de bouger, t'es un joueur, ça fait longtemps que t'es là et tout, blablabla. J'aime pas la manière dans laquelle ça s'est fait du tout. Je n'aime pas la manière avec laquelle il a obtenu son trade. Plus ça va, plus le player empowerment m'énerve. Mais c'est le jeu, hein, c'est l'époque, attention. Moi, je suis pas spécialement énervé par le player empowerment. Hein. Bah attends, le mec, excuse-moi, le mec, il a encore 3 ans de contrat. En gros, les contrats, ça sert plus à rien, en fait. Bah, c'est parce que ça veut dire que si le mec veut se barrer, bah en fait, il te fout la merde dans son effectif et bah, t'es niqué, t'es obligé de te transférer, quoi. Ce n'est pas que... Tout à fait, je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas le fait que les contrats ne servent plus à rien, c'est que la durée des contrats sera la durée, chose sur laquelle les joueurs et les propriétaires vont revenir par la suite en se disant à quoi ça sert de verrouiller un joueur 4 à 5 ans si en fait le but maintenant c'est de sécuriser le bag et mettre la daronne à l'abri et ensuite j'utilise tout mon pouvoir pour partir. Je suis d'accord et je pense que avec toi sur le côté avec moi. Je suis d'accord sur le fait que ça a été fait dégueulassement. C'est indéniable. Je pense qu'il y a personne, et vous nous dites mais je pense qu'il y a personne qui est capable de dire honnêtement, moi si je pouvais gérer un transfert, je ferais exactement pareil. Je pense que personne peut dire ça de normalement constitué. Mais bon, après mais ça fait partie du jeu, c'est un business, on l'a suffisamment répété. Il y a aussi l'aspect business où je sais pas, moi, Caris LeVert, je suis pas sûr qu'il avait envie d'aller à Indiana en passant par Houston. Et il a pas eu le choix. Donc ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Je sais pas, John Wall et Westbrook, il y a eu un swap. Est-ce que les deux joueurs sont contents de leur destination d'arrivée ? On n'en sait rien, c'est pas sûr. Donc c'est le jeu. Je voulais juste souligner le fait que, au-delà du joueur extraordinaire qu'il est, James Harden a vraiment utilisé de moyens bien crado vis-à-vis des Rockets pour obtenir ce qu'il voulait. Ça a été, je suis d'accord, ça a été vraiment une saga, et c'est pour ça que je parlais de télé-réalité tout à l'heure, qui a été très difficile à vivre pour les Rockets, parce qu'en plus, c'est une fanbase qui était très amoureuse de ce joueur-là. Il y avait toute une... Il y avait même tout un running gag autour notamment de la fanbase de Houston avec cet amour qu'il y avait pour James Harden. Ce qui lui a fait mal aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de relais médiatiques sur les coulisses de la façon de fonctionner des Rockets. C'est-à-dire que s'il y avait juste le transfert en lui-même, très bien. Mais quand il a commencé à avoir des papiers qui sont sortis en mode en fait c'est le roi sur la colline et il décide d'absolument tout, ça n'a pas été forcément pratique. Mais c'est juste intéressant que tu mentionnes ce point-là parce que ça me fait penser à des gars qu'on a vus précédemment qui forçaient un petit peu leur transfert et où on s'est dit, bon, comment est-ce que ça s'est passé avec Kawhi et les Spurs ? Comment ça s'est passé avec Jimmy Butler et les Wolves ? Et quand on regarde en arrière, on se dit, bah, c'était pas propre. C'était vraiment pas propre. Là, je sais pas sur quel chiffre on va mettre sur l'échelle du dégueulasse avec James Harden, mais c'est pas en tout cas la première fois qu'on voit des joueurs forcer leur transfert de manière pas du tout. Non, bien et sûr. puis il y a ceux qui préviennent pas et qui se barrent sans laisser de contrepartie. Là, au moins, les Rockets ont pu trader. Non, mais bien sûr, attends, tout n'est pas acheté là-dedans. Je voulais juste souligner que le côté de James Harden, ok, vas-y, wesh, c'est bon, j'en ai marre. Tu sais quoi, en fait, je vais aller au strip club au lieu de me faire mon training camp. Et puis après, je vais revenir tout gros. Je vais envoyer 2-3 gros matchs. Après, j'en ai plus rien à faire. Et je fais des sales déclarations. Et visiblement, de ce qu'on en comprend, il se comportait pas forcément hyper bien en interne dans le vestiaire.
Bon, Ah on bah, peut c'est- comprendre, le mec avait envie de se casser. Quand t'as envie de te casser, bah c'est dur de faire buddy avec les gars qui sont là. C'est Ah non, mais bien logique, sûr, hein, bien je sûr, bien comprends sûr. moi. Et les Mais juste du coup, tout ça additionné, voilà, ça fait Ouais. quand même un drôle. Bah, les fans de New Orleans se souviennent de ce qui s'est passé avec Anthony Davis. Pareil, c'est toujours. Les divorces comme ça sont très compliqués, mais il est clair que là, ce qui n'a pas aidé, c'est que t'as raison sur le côté. On a vu Harden cocher absolument toutes les cases possibles et imaginables de regarder à quel point, en fait, je n'y suis pas, quoi. C'est-à-dire qu'autant Anthony Davis, il met un t-shirt That's All Folks, bon, c'est du troll, c'est sympa, mais alors te ramener avec la bedaine du Père Noël et n'avoir pas grand chose à foutre enfin Il les a ghostés pendant une semaine, hein, pendant le training camp. On bien sûr savait pas exactement où il était, Non, on non, savait c'est pas quand clair. est-ce qu'il allait revenir. C'était Stephen compliqué. Silas, il arrivait en conf de presse en mode bon bah je ne sais pas où est mon franchise player. Voilà. Tu vois, genre, sur le répondeur, c'est un peu compliqué. c'est chaud. Mais il Tu vois, n'empêche, donc, bon. bien sûr, mais il n'empêche que ce qui est intéressant dans l'autre versant, c'est-à-dire que là tu parlais de James Harden, et avant qu'on fasse le breakdown de toutes les équipes, c'est que quand on remet le contexte, je parlais de télé-réalité et de saga là à l'instant, c'est qu'on a eu très très tôt, après notamment les premières rumeurs autour de Westbrook et de Harden, on a eu très tôt un management de Houston dirigé par Raphaël Stone qui a dit, mot pour mot, nous ne sommes pas... ce n'est pas désagréable si on se met dans une position inconfortable. C'est-à-dire, nous n'allons pas rusher si on doit faire un trade. Nous voulons absolument avoir une grosse contrepartie. Ils se sont basés sur ce qui s'est passé récemment en NBA, où on a vu, boum, Paul George qui s'en va d'OKC, toute une décennie limite de pics entre des swaps et des premiers tours. Pareil pour Houston qui a récupéré Westbrook. Boum, toute une décennie hypothéquée de pics et de swaps. Houston, je trouve, a été suffisamment patient avec Raphaël Stone jusqu'à avoir ce qu'il voulait. Et on va en parler, eux, dans leur transfert, mais chapeau un peu à eux d'avoir tenu dans cet Ils ont énorme tenu au bordel. mieux. Mais là, tu vois, Harden, entre sa conférence de presse et le fait que Silas le prenne pas à l'entraînement, c'est fini. T'es obligé de trader. Ah oui, bien sûr, bien sûr. T'as plus le temps. Mais ça aurait pu Donc être ça, bien plus dégueulasse quand même, au ça niveau de aurait la pu être plus contrepartie. dégueulasse, tout à fait. Mais on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de Houston. Ouais. C'est bien. Maintenant, il va falloir voir comment c'est utilisé. C'est ça. Et évidemment, une pensée pour l'ami Stephen Silas qui va enfin, pouvoir commencer son premier job en tant que coach, parce que s'il y avait bien un homme pour qui on avait de la peine quand même, Alex, c'était le coach des Rockets qui était débarqué dans son premier poste de job de coach principal dans une affaire qui était complètement rocambolesque, quoi. C'était chaud pour lui. Ah bah ça c'est clair que tu peux difficilement souhaiter pire début à un coach. C'est-à-dire que le mec C'est débarque dans une équipe où il y a Westbrook qui se casse, qui est swappé contre John Wall, il y a Harden qui a pas envie et qui le fait savoir clairement. C'est ça. T'as DeMarcus Cousins qui revient de blessure. Enfin, Ouais. Un match annulé et tout. très Enfin, très compliqué, match reporté et tout. Enfin, tout est compliqué. Donc il va C'est enfin pouvoir un petit peu commencer à bosser parce que c'est pas dit que les moves soient terminés côté Houston. Hein. Tout à fait, nous sommes d'accord. Et justement, avant de faire une grosse transition et de faire du équipe par équipe, parce que ça va être ça, hein, vraiment le menu de ce grand apéro format XXL. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous tiendrons tête, évidemment, malgré toutes les histoires de confinement et de bataille qu'il peut y avoir contre l'apéro. Il y aura toujours des apéros, Alex. Hein, parce que je sais que là-dessus, tu sais, Oui, il y a des gens qui Il y a veulent des gens. contrer l'apéro. il y a des gens qui pensent qu'il y a un effet apéro. Eh ben, vous allez en prendre. LOL. Pardon, On va mais en faire, LOL, quoi. exactement. Je remontre juste évidemment le récap de ce transfert, comme ça vous l'avez sous les yeux pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle ou de nous regarder. On va se positionner tout de suite sur chaque franchise. Pacers, Cavs, Nets, Rockets, faire un petit peu le breakdown de chaque équipe. Alex, est-ce que t'es prêt ? Allez, vas-y, tu veux commencer par quoi? On envoie la sauce. Le trade côté Rockets. Allô Houston, on tourne la page. Je vous ai mis une petite image de Victor Oladipo avec le logo des Rockets. Parlons quand même de Houston. On va démarrer par eux et monter en température. Petit indice, on devrait finir avec une franchise en noir et blanc. Houston, Un peu la capuche. là tout de suite, évidemment on attend les avis des fans des Rockets, mais ton ressenti, et on s'envoie un petit peu la balle sur les ressentis qu'il y a en sortie de ce transfert, de ce blockbuster trade. Mon ressenti, dans la continuité de ce que tu viens de dire, Houston voulait des pics de draft à foison. Houston a des pics de draft à foison. Houston voulait aussi un jeune talent prometteur. Je ne le vois pas, moi, personnellement, dans ce trade. J'adore Dante Exum. Mais là, il s'est encore blessé et tout. Je l'avais même pris en Gérard Dard dans la preview des Cavs, je sais pas si tu te rappelles. Si, bien sûr. Je l'adore, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment qui m'intrigue et à chaque fois que je l'ai vu jouer, alors,
pas souvent malheureusement, mais j'ai trouvé, genre, j'étais là genre mais waouh, mais pardon, mais genre, enfin il peut trop jouer en NBA quoi, c'est sûr. Malheureusement avec toutes ces blessures, je sais pas si c'est lui vraiment que tu peux considérer comme ton jeune à fort potentiel. Rodion Kurucs, je dis pas qu'il a pas de potentiel, mais ça nécessiterait d'être vu. Et Victor Oladipo, je ne le considère plus comme un petit jeune quoi. Non, Par bien contre, sûr. Victor Oladipo a été un All-NBA player. Tout à fait. Est un joueur qui peut jouer des deux côtés du terrain Ouais. et est un joueur qui peut être tout à fait complémentaire, en tout cas dans pas mal de phases de jeu d'un John Wall, même si après dans le périmètre, on n'a pas tellement de sniper ni dans l'un ni dans l'autre. Par contre, Victor Oladipo, et on en reparlera quand on parlera certainement du cas à côté Pacers, apporte un truc très intéressant aux Rockets, c'est que, et qui est très intéressant dans ce trade, et moi limite c'est ce que j'aime le plus côté Rockets, c'est que tu t'es repris de la flex mon gars. Ah, bah c'est bien sûr. Bah là, Bah, t'as enlevé le salaire d'Arden, d'accord, mais si Oladipo, tu veux pas le garder dans un an, il est en fin de contrat Il est Oladipo, en fin de contrat, là, bien sûr. ça veut dire que t'auras refourgué le contrat d'Arden contre le contrat de Exum et Kurucs. C'est ça. Ah là, au niveau flexibilité, Bien tu sûr. vois, je pense que ça respire mieux là tout de suite côté Raphaël Stone. Tu dis, ok, attends, j'ai des pics de draft, si je veux, je peux ingurgiter du salaire. Je rappelle que la Free Agency 2021, elle peut être quand même intéressante. Enfin, voilà. Ouais, non, tout à fait. C'est un point intéressant. Tout à fait, c'est le côté... Mais de toute façon, je pense que c'est le terme qui revient le plus là quand on parle des fans des Rockets et de la franchise d'une manière générale. Ça respire en fait. Ça respire parce qu'il y a cette flexibilité que tu peux t'accorder alors que de base, tu étais avec le contrat de Westbrook et celui de Harden. Alors celui de Westbrook qui est transféré contre celui de John Wall. Donc quelque part, tu dois encore te taper ce genre de deal. Mais il n'empêche que tu as un peu plus de flexibilité, que tu as des premiers tours de draft. Donc tu respires un peu plus alors que tu avais quand même fourgué tous tes pics de draft contre Westbrook dans le transfert de Chris Paul, si je dis pas de bêtises. Exactement, tout à fait. Et donc tu as un peu plus de flexibilité. Cette respiration, elle est évidemment pour les fans parce que moi ce qui m'hallucine si tu veux, c'est que on voit souvent des transferts de joueurs et on essaie de les analyser un petit peu au côté macro et on essaie de voir sur le parquet ce que ça peut apporter comme victoire, comme type de jeu. C'est rare de voir un transfert d'un joueur qui a autant été central dans sa franchise pendant quasiment une décennie. Je veux dire, les Rockets sont James Harden. Le style de jeu des Rockets, c'est James Harden. On a vécu dans le succès comme dans la défaite par James Harden avec les fans des Rockets depuis 2012. Et donc, ce joueur-là qui s'en va, c'est plus qu'un changement simple d'effectif, c'est un changement d'identité. Tu ne vas plus jouer en fait uniquement sur un joueur aussi fort soit-il. Et ça, ça va complètement changer l'histoire des Rockets. C'est d'autant plus rare que James Harden, même s'il n'est peut-être plus dans son prime, est encore hyper fort. Bien sûr. Parce que tu vois, à l'époque, avec les Nets aussi d'ailleurs, il y avait les Celtics avaient tradé Paul Pierce. Mais ils n'ont pas tradé le Paul Pierce à 32 ans encore hyper fort. Ils ont tradé un Paul Pierce tout à fait. Déjà un petit peu vieux et tout machin. Là, tu trades James Harden contraint et forcé. Bien sûr. À la base, t'as pas envie. À la base, sportivement, t'as envie de voir peut-être ce que ça donne. Wall, Harden, Cousins, Christian Wood avec PG. Tu vois, mais toujours donc de construire autour d'Harden. Ça reste Harden ton meilleur joueur. Ouais. Là, du coup, contraint et forcé, t'es obligé de faire autrement. Donc c'est ça aussi qui rend ce trade Bien sûr. hallucinant. C'est ça. Les mecs trade pas non seulement leur meilleur joueur, trade l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Qui est multiple meilleur scoreur de la NBA. Ça fait des saisons qu'il a plus de 30 points de moyenne. Tout à fait. MVP en 2018. 2018, tout à fait. Après une énorme saison avec Chris Paul et compagnie. Donc moi je t'avoue que je sais pas, il y a des franchises qui sont étiquetées sur un joueur et quand on a vu Westbrook quitter le Thunder, on a dit wow, c'est un changement complet par rapport à ce qu'on a vu. On vivait tous les soirs Westbrook, l'introduction, le jeu du Thunder, transition, pick and roll Steven Adams. Je veux dire, combien y a-t-il eu de pick and roll de James Harden avec les Rockets? Combien y a-t-il eu de records de triple-double? Cette page est tournée. James Harden ne portera plus le maillot des Rockets et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est évidemment hyper marquant. Maintenant, je suis hyper intrigué de voir comment est-ce que Stephen Silas va faire, parce que là, tu as un effectif où tu as en effet Christian Wood qui a montré des belles choses, où tu as John Wall, comme tu l'as dit, des Marcus Cousins et maintenant Victor Oladipo. Qu'est-ce qu'on pense de ces Rockets? Ça va être étonnant quand même d'essayer d'intégrer des joueurs comme ça en début de saison, dans une saison aussi particulière, pour essayer d'être performant. Comment est-ce que tu te situes, quoi?
Compliqué. Je vais attendre quelques matchs, évidemment, pour avoir un jugement sur le côté sportif. Je pense que Stephen Silas, lui, il va pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, commencer à mettre en place des choses. Moi, je suis extrêmement curieux de voir comment fonctionne le backcourt John Wall, Victor Oladipo. Mhm. On est sur 2 joueurs qui reviennent de blessure. On est sur 2 joueurs qui, à la base, sont explosifs, rapides, handle, slasher. T'es d'accord ? Bien sûr. Pas vraiment des joueurs trop de périmètre. Ils sont capables. John Wall peut mettre des shoots à 3 points. Oladipo, il a déjà été clutch derrière l'arc et tout. Attention. Il faisait plutôt un bon début de saison. Enfin, un début de saison intéressant, on va dire. On a revu avec les des Pacers. phases de 2018 d'Oladipo. Ouais. Défensivement, ce sont 2 joueurs qui, quand ils commencent à se focus, peuvent devenir extrêmement relous Bien sûr. pour le backcourt adverse. Christian Wood, désolé, mais Christian Wood, il vient de commencer sa saison grosso modo en 21 points, 11 rebonds. Ouais. C'est un finisseur près du cercle, c'est un joueur de pick and roll, c'est un boulimique du rebond, c'est un très bel athlète, il est encore jeune, il peut progresser. Avoir un backcourt Wall Oladipo, c'est quand même pas mal pour lui. Mhm. Non, les interrogations, c'est quel jeu Stephen Silas va vouloir faire jouer à cette équipe. Est-ce que PJ Tucker est vraiment... Genre là, PJ Tucker, il va arriver dans le vestiaire demain matin à faire... Ah oui, c'est vrai. Merde. Tu vois, genre il va faire... Je suis où là on est chez... Il est où Chris Paul? Tu vois, voilà. Ils sont où? Non, bien PJ sûr, bien Tucker sûr. qui avait déjà exprimé un peu de la solitude son mécontentement, sur bien son sûr. contrat et Bien tout sûr. ça. Donc faut voir comment ça évolue. Faut pas oublier que tu as toujours Eric Gordon sur le banc. Je veux Bien dire, sûr. c'est une équipe dans laquelle il y a de la qualité, là, cette équipe de Houston. Ah bah Houston, c'est... Oui, tout à fait. C'est pour ça que, tu sais, moi, je rigolais quand on faisait la preview, parce que, tu sais, je les avais mis nettement Tu plus les as mis haut que troisième, toi. toi, non Non, je les avais mis 6e, je crois, de la conférence Ouest, et tu les avais mis 9, 10, ou je sais plus, 11. Plus, dans la conférence Ouest. Ouais, Je sais 9e, plus. je crois. J'essayais de voir ce que pouvaient donner ces Rockets en pensant, j'en parlais je crois dans la preview, qu'il allait avoir une bonne contrepartie contre James Harden en cours de saison et que Silas allait pouvoir bosser. Donc moi aussi je suis intrigué par ce qu'ils peuvent faire. La question en fait surtout qui m'occupe pas mal sur les Rockets en sortie de ce trade, c'est tu as obtenu ces pics de draft pour avoir cette flexibilité future. On est souvent dans un espèce de jeu de tranchage où on voit une franchise échanger son meilleur joueur et on dit tu es en reconstruction. Alors que là on est dans une transition. C'est pas vraiment une reconstruction, tu vois. J'ai l'impression que tu es plus en phase de transition. Mais que vont être ces Rockets? Est-ce qu'on est sur des Rockets qui gardent ce groupe-là parce que tu gardes John Wall parce que c'est trop compliqué de le transférer? Ah, John Wall, compliqué à transférer. Compliqué. Est-ce que du coup, tu viens de parler d'Eric Gordon et PJ Tucker, est-ce que c'est des mecs qui sont encore dans la cité de Houston d'ici quelques mois? Je sais PJ pas. Tucker, si tu as envie de le transférer, mais tu vas trouver 29 franchises qui vont t'intéresser. Complètement. Dont 8 contenders, on est d'accord. Laisse tomber. Comment est-ce que tu fais par rapport à Victor Oladipo qui est en fin de contrat? En fait, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que là, quand on est en train de parler de ce transfert de James Harden, est-ce qu'on se revoit dans un an et en fait, les Rockets de Raphael Stone et de Stephen Silas, ça bottom, tu vas tout en bas. Tu essaies certes d'être compétitif, mais surtout en fait d'essayer de bien utiliser tes pics de draft et de récupérer de la star avec la nouvelle flexibilité que tu as eue, quoi. Non, je pense pas que ça bottom. Moi non perso. plus, hein. Je pose la question, mais je pense qu'entre Christian Wood et les gars qu'ils Stephen ont, Silas, ils vont jouer. Hein. il va essayer de faire jouer cette équipe déjà pour voir ce que ça donne. Et que en fonction de la détermination qu'a les mecs, tu vois, quand tu vois John Wall en conférence de presse qui, j'allais dire à demi-mot, mais c'est à peine du demi-mot, mais en gros critique l'attitude d'Harden. Ah bah oui. Quand tu vois des Marcus Cousins derrière qui critiquent l'attitude d'Harden, Bien ok. sûr. Quand tu vois que Oladipo, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que là son début de saison est intéressant avec les Pacers, mais il n'y a pas si longtemps que ça, Oladipo il était dans des histoires de genre en gros il voulait J'ai se un barrer pied dehors. d'Indiana. Bah, bien sûr, Hein bien sûr. Donc tous ces gens-là, ils ont des choses à prouver. Si Stephen Silas sait utiliser ça de manière intelligente, il peut se retrouver avec une équipe. Je te dis pas que c'est une équipe qui va jouer le titre, mais c'est une équipe qui va être très souvent dur à battre. C'est ça. Très souvent. Qui va être dur sixième. à battre parce que capable de défendre. Le soir où John Wall est un peu en feu, c'est quand même relou à défendre. Christian Wood, tous les soirs, Christian Wood, il va te prendre ses 11 rebonds, il va te foutre 20 points. Tous les soirs. S'il a les ballons. Mais avec Oladipo, Eric Gordon et John Wall, il aura les ballons, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'ils vont rester aussi compétitifs. Je posais juste la question parce que quand tu vois un manager prendre ce genre de décision aussi importante, tu essaies de voir quel est le type de choix que tu fais. C'est-à-dire, est-ce que tu veux rester à semi-compétitif ou est-ce que tu veux essayer justement de développer des jeunes? Je te sors un exemple tout simple qui est
dans la même région, un tout petit peu plus loin en noir et blanc, du côté de San Antonio, où il y a eu justement du transfert pour essayer, certes, de satisfaire les demandes un peu bizarres de Kawhi Leonard, notamment il y a quelques années. Tu es dans un transfert, mais t'es pas forcément, tu vois, on se revoyait souvent à certaines previews et reviews, on se disait, on est dans quoi? On est dans une reconstruction, dans une transition. Les Spurs restent dans ce range 9/10e, pas très très loin des playoffs, mais pas suffisamment bas pour, et tu développes des jeunes. Est-ce que ce sont des Rockets qui sont dans ce moule-là, en essayant de voir si des Christian Wood et d'autres petits jeunes peuvent essayer aussi de se développer, que tu récupères au fur et à mesure, parce qu'il a l'air d'avoir quand même du nez, Raphaël Stone. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est non, on veut justement continuer à faire partie des équipes qui sont en play-off, on est top 8, et donc Stephen Silas nous montre qu'il est capable de bien jouer. Ça va être hyper intriguant. Ça va être hyper intéressant. Le souci quand même là-dedans, si jamais tu veux bottom pour reconstruire, c'est quand même le contrat de John Wall du coup. Oui. Ah quand même, il est chaud à trader. Ah, Autant tu peux mettre du Eric Gordon et du Tucker sur le marché, tu peux te dire Christian Wood je le garde, en plus je le paye pas si cher que ça, tu peux te dire bah Oladipo, entre guillemets je m'en fous, dans 6 mois il est plus là, si je veux, tu vois. Voilà. Donc tu as vraiment de la place, tu as vraiment possibilité de te faire beaucoup de place. Des Marcus Cousins, je crois qu'il a pris qu'un an de contrat et de toute façon pas cher. Bien sûr. Donc t'as quoi? T'as le contrat de Daniel House, t'as le contrat de Eric Gordon, t'as le contrat de PJ Tucker et t'as le finissant d'Oladipo. Le vrai gros steak, c'est le gros contrat, immense contrat de John Wall. C'est ça. Donc faut voir, parce que John Wall, là sans James Harden, peut-être qu'il va reprendre un peu plus le ballon. Là, tu es d'accord que John Wall, potentiellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe maintenant. Tout à fait, mais tu vois, tout à fait. Hein. C'est le meilleur joueur de l'équipe en attendant de voir si c'est le Oladipo de 2018 qu'on va retrouver ou celui de 2019. On va voir. Mais tu vois, il y avait un garçon qui était en plus du côté de Houston récemment où on se disait, putain, quelle galère pour le transférer, Chris Paul. Où le mec, évidemment c'est pas le même type de joueur, mais on se posait des questions, il fait une super saison et tout d'un coup le contrat ne devient plus du tout la même question. Est-ce que après il y a le temps qui passe, hein. Le temps va jouer pour John Wall. Bien sûr, mais tu vois, nous on se posait des questions, on se disait quel est le John Wall qui va débarquer aux Rockets? Bon, on peut débattre comme on veut, dire on n'aime pas trop certains choix de shoot, etc. de ce qu'on veut, mais là des débuts qu'on est en train de voir de John Wall, c'est bien, hein. C'est un garçon qui peut devenir transférable. On est d'accord, je pense Alex, sur le fait que le contrat est trop lourd. On est à quoi? On est à 90 millions, 90, 100 millions sur 3 ans encore? Un truc comme ça? Ah non. Même plus 120? Plus que ça. Je dirais plutôt 130, moi. Ouais, 120 à 130 millions de dollars sur 3 ans, donc c'est énorme. Je pense que les 2 prochaines saisons, c'est-à-dire là, il y a la 2020-21. Ouais. Je pense que 2021-22 plus 2022-23, je pense qu'il y en a pour 90 millions. Rien que les 2 saisons déjà. Mais en tout cas, on a vu, tout à fait, c'est chaud, mais on a vu en tout cas récemment, avec des exemples très isolés, mais que si tu montres sur le terrain que tu es capable de vraiment jouer, ton côté intransférable, il peut vite bouger, quoi. Oui. En tout cas, Houston, t'as obtenu masse de pics. Je trouve pas que t'aies obtenu de la bête de qualité en termes de joueurs, mais au moins t'as lâché Harden pour essayer de te dire que maintenant tu peux miser sur l'avenir, et t'as un peu de court terme là avec du Oladipo, du John Wall et tout, voir ce que ça donne. T'as assuré du moyen et du plus long terme avec balle de pic de draft. Donc franchement, évidemment que à très court terme t'es perdant, t'as lâché un des meilleurs joueurs de la ligue, tu pouvais pas être gagnant dans ce trade à court terme. Joueur de ton histoire, par contre à moyen terme de ton histoire, je sais pas, mais de ton histoire des Rockets, c'est quand même, tu veux dire, on parle de James Harden. Ouais, je sais pas, Kibola Juwan quand même, il est... un des meilleurs joueurs de ton histoire. Ouais, un des meilleurs, pardon, j'avais compris le meilleur. Moi, non, t'étais en mode genre, c'est le meilleur. Non, c'est pour ça que j'avais pas compris. Ça s'appelle un blasphème. Voilà, c'est pour ça que je relevais, parce que je me disais quand même, il y va un petit peu fort quand même. Hein, c'est un peu comme Trae Young, meilleur joueur d'histoire des Hawks, quoi, tu vois. Genre, vu notre histoire, ce serait pas une déconnade. non, mais oui, c'est évidemment un des meilleurs joueurs de l'histoire des Rockets, donc oui, non, c'est pas rien, hein, c'est chaud. Non, c'est pas rien, tu pouvais pas vraiment être gagnant intrinsèquement parlant en termes de joueurs dans ce trade. Ouais. Par contre, tu pouvais limiter la casse et te choper des assets pour l'avenir. C'est ce que Raphaël Stone a fait. Donc maintenant, laissons-lui le temps d'exploiter tout ça et on jugera un peu comme Presti, quoi. On jugera dans 6 mois, dans un an, tu vois. Ce que ça donnera après ce qui s'est passé avec Westbrook, tout à fait, et là avec Chris Paul. Il faut en tout cas voir et donner du temps en effet à cette équipe et à ce management. Il faut tourner la page, donc évidemment les gens qui ont des maillots des Rockets de Harden, vous pouvez le garder, il va devenir collector, vous inquiétez pas. Exactement. Vous pouvez le retirer dans des strip clubs, ça peut être aussi une bonne idée. Et puis juste voir en effet comment est-ce que les Rockets vont jouer. En tout cas,
Comme tu l'as dit là, il faut parfois lâcher certaines choses pour pouvoir un peu mieux respirer. Les fans des Rockets, même s'ils peuvent être nostalgiques et ils vont regarder balle de highlights de James Harden de ses saisons MVP, voilà, tu arrêtes d'être la punchline, le punching bag de toute la communauté basket depuis plusieurs semaines. Et c'est comme ça, c'est la vie. Le mec voulait se casser. Pour moi, une franchise, c'est toujours au-dessus des joueurs. Donc il voulait se casser, il fallait gratter le maximum d'assets. Il voulait aller à Brooklyn, il est à Brooklyn. T'as gratté pas mal d'assets. T'as même réussi à ajuster le trade en ramenant d'autres équipes dedans. Donc non, franchement, c'est pas mal. T'y perds pas trop, on est d'accord. On va devoir enchaîner après nos amis les Rockets, en attendant évidemment l'avis de nos fans de Houston. Du côté des Cavs, équipe surprise qui s'est intégrée dans le trade. On pensait pas forcément que Cleveland allait être dans le deal, parce que tu te dis, bon, ok, on a vraiment les Nets et les Rockets qui sont au centre de cette équation. On voit les Pacers qui débarquent, ok, mais alors les Cavs se ramènent, et donc pour rappel, je le remonte juste sur le petit visuel, nos amis les Cavs, ils ont récupéré Taurean Prince et Jarrett Allen en lâchant Dante Exum qui était justement blessé récemment pour la 157e fois, #Gourcuff. Moi j'ai envie de dire, et c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quand même un beau coup pour les Cavs. C'est bien joué, je trouve, de la part de Kobe Altman. Kobe Altman qui vient se greffer là-dedans. En fait, là, tu vois, pour le coup, c'est peut-être un petit bémol côté Houston. C'est quel est le vrai intérêt côté Houston à récupérer Dante Exum, mais donc à lâcher Taurean Prince et Jarrett Allen? C'est du salaire filler, c'est pour faire en sorte que le trade se fasse, mais ils vont s'en débarrasser. C'est de purement Dante ça. Exum. Comment? De Dante Exum, tu veux dire, Ouais. ils vont se débarrasser de Dante Exum. Ouais. D'accord, mais ça veut dire que côté Raphaël Stone, ni le profil de Jarrett Allen, ni le profil de Taurean Prince l'intéressaient, quoi, en gros. J'irai pas jusque-là. Je vois ce que tu veux dire comme piste, mais j'irai pas jusque-là. Je pense qu'il fallait un moment tirer certaines ficelles, et peut-être qu'il s'est rendu compte que là, pour essayer justement de transférer James Harden, peut-être que c'était trop compliqué de récupérer et Jarrett Allen et Victor Oladipo, etc., etc. Bah en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait un trade avec Brooklyn, mais qu'en fait, ils ont qu'un seul joueur de Brooklyn au final, ils ont Rodion Kurucs. Ils n'ont pas Caris LeVert, ils n'ont pas Jarrett Allen, Non, ouais. et ils n'ont pas Taurean Prince. Donc, en fait, on comprend un peu mieux aussi pourquoi ce trade a été aussi long à mettre en place, parce que je pense que concrètement, Raphaël Stone, il n'était pas si intéressé que ça par les joueurs. Et lui, il a eu ses pics de draft, il a fait merci, au revoir. Hein. Voilà, donc du coup, il lui fallait d'autres équipes pour ajuster, entre guillemets, le trade. Donc du coup, les Cavs rentrent dans la boucle. Donc je suis assez d'accord avec toi pour dire c'est intéressant pour les Cavs. Bon, après, on va voir ce qu'ils vont faire avec tous leurs pivots, là, parce que du coup... c'est ça. c'est moi ou Jarrett Allen, André Drummond et Javal McGee, c'est pas hyper complémentaire quand même. Et Larry Nance Jr. Ouais, Larry Nance Jr., Ton Maker, Javal McGee, André Drummond, Jarrett Allen. Bon, ça commence à être très, tu peux faire du tall ball, là. Ah bah oui, tout à fait. Tu peux faire du rugby aussi, ça peut être pas mal. Mais du volley. Tout à fait, du volleyball, tout ce que tu veux. Mais là, du volley, mon gars. tu peux ouvrir une forêt, même si tu veux, un parc. Non, ce qui est sûr, c'est que on a vu des Cavs sympathiques avec le début de saison là, de JB Bickerstaff, Colin Sexton, Darius Garland, avec un bon combo défensif de la part de certains joueurs. On parlait de Larry Nance Jr. qui est vraiment excellent là dans la peinture et dans la polyvalence de Cleveland. Je pense qu'il y avait, comme on en a parlé les derniers mois, une certaine incertitude sur que faire avec André Drummond. Lui a pris sa player option. Bon. Il a annoncé qu'il voulait être dans la course au défenseur de l'année. Bon. Donc là, André Drummond va donc être agent libre cet été. Et quel est ton pivot du futur en fait? Tu as déjà ton meneur du futur, tu as déjà ton arrière du futur, et tu as ton ailier du futur, puisque tu as pris Isaac Okoro. En attendant de voir ce qui se passe avec Kevin Porter Jr. Mais donc tu as déjà tes je suis en tes train trois de premiers checker. postes. Exactement, je suis en train de checker Jarrett Allen en même temps que tu en parles là. Jarrett Allen, il est dans la 4e année de son contrat rookie. L'année prochaine, c'est qualifying offer ou prolongation. C'est ça. Pour te donner une idée. Tout à fait. Et donc du coup, quand tu es les Cavs, tu te dis, ok, mon avenir, ce n'est pas Drummond. Mon avenir, ce n'est pas Javal McGee. Par contre, tiens, je peux me greffer dans le trade et récupérer un pivot qui peut devenir mon pivot jeune titulaire, qui est hyper complémentaire sur le papier de Darius Garland, de Colin Sexton et de Isaac Okoro, où c'est bonjour, je pose des écrans, je suis Alonzo Mourning à l'arceau en protection, c'est-à-dire que je suis un kamikaze et je vais monter sur tout le monde, je ne demande pas le ballon, je gobe du rebond et je suis un bon coéquipier. Quelque part, c'est avec Sexland, c'est bien. Et avec Larry Nance Jr., c'est vachement bien. Moi, je suis assez impressionné par ce qu'a réussi à prendre Kobe Altman, parce que si les Cavs
mettent un verrou sur Jarrett Allen avec un contrat sympathique. Putain, bien joué. Non, c'est pas mal. Ensuite, Torian Prince, je viens de regarder, il gagne 12 millions et demi cette année et 13 et quelques millions la saison prochaine, donc c'est un contrat tout à fait raisonnable. Maintenant, il est dans un rôle et un poste où ils ont drafté Isaac Okoro et ils ont déjà Shady Osman. Tout à fait. Hein, donc, à voir ce qui est prévu autour du cas Torian Prince. Est-ce que c'est aussi Houston qui leur a dit attends, je t'explique, Kobe Altman, je comprends, tu veux te greffer dans le trade, t'as envie d'avoir Jarrett Allen pour assurer l'avenir de ta raquette, par contre, faut que tu prennes, tu vois le gars avec des dreads là, faut que tu le prennes aussi au passage. Prince, ouais. C'est comme ça. Bien sûr. Point barre. T'encaisses du salaire. Normal. Parce que là, en gros, dans cette partie-là, donc non seulement tu me files, donc là, Raphaël Stone a dit, non seulement tu me files le pic des Bucks, premier tour, je te prends que Dante Exum qui gagne 9 millions l'année à peu près, hein, c'est ça, et je t'envoie 12,5 plus 3,5, enfin je t'envoie, allez, voilà, 16, 16,5, voilà, je te donne un peu de salaire, quoi. C'est ça. Kobe Altman a dit oui. Ouais. Je pense que tu as raison. Je pense que le nerf du truc pour Kobe Altman, c'est Jarrett Allen. Ouais. Je pense pas que ce soit Torian Prince. Après, je peux me tromper, hein, mais vu qu'ils ont drafté Isaac Okoro, je pense pas que ce soit Torian Prince le nerf. Maintenant, Torian Prince peut s'avérer être très utile. Hein. Ah bah en plus, vu la taille de son contrat, tu es très content d'avoir ce mec dans ton effectif. Hein. Bien sûr. Y a aucun souci. Mais voilà, donc en gros, l'idée, elle est là. Les Cavs, ils sont venus s'intégrer. Ça devait arranger les Rockets et eux, ça leur a permis de choper Jarrett Allen, un jeune intérieur avec de l'avenir. C'est ça, sachant que Torian Prince en plus, certes, on l'attribue au poste 3, mais il a été déjà capable de jouer 4, donc en backup dans Larry Nance Jr., il sera capable de défendre certains gars et rentrer ses 3 points s'il rentre ses 3 points. Parce et voilà, parce qu'attention, c'est pas toujours le cas. Tout à fait. Maintenant, la grosse interrogation liée à ça, c'est que bon, Jarrett Allen, ils vont pouvoir s'éclater. Si tu l'as en pivot titulaire, il a montré qu'il pouvait être titulaire en NBA dans un rôle très précis, mais, question tout de suite, t'es les Cavs, tu prends Jarrett Allen. T'as André Drummond qui fait quand même son début de saison, hein. On a des matchs à 20 points, 20 rebonds, on a eu des beaux exploits défensifs, on sait que ça peut représenter toujours une force à l'intérieur. Est-ce que André Drummond passe le mois d'avril avec le maillot des Cavs? Je suis pas certain. C'est pas sûr ça. Hein. Je suis pas certain du tout. Je suis d'accord avec toi parce que pareil, hein, André Drummond, on sait bien, on voit bien, comme tu viens de le dire, il peut mettre ses 15 points et prendre ses 15 rebonds, quoi, en gros. Ça peut intéresser des équipes, étant donné qu'il a un contrat même très cher, ça reste un contrat finissant. C'est ça. Après, faut voir quel est le genre de profil d'équipe qui va vraiment s'intéresser au cas André Drummond et qui aurait de la cam à envoyer en échange, quoi, de la cam qui intéresserait Cleveland, je veux dire, parce que les Wizards. On en revient à une discussion qu'on avait déjà eue pendant les previews, c'est comment tu articules ce truc, quoi, tu vois, André Drummond, c'est pas James Harden, quoi, tu vois, c'est pas les équipes vont pas non plus faire la queue pour se craquer pour lui, quoi. Non, c'est sûr, mais au moins tu continues à annoncer la couleur aux anciens. S'il y a des gens de plus de 25 ans qui sont intéressés à l'idée d'aller à Cleveland, arrêtez-vous. C'est-à-dire que là, la couleur, elle est annoncée. Déjà, Kevin Love, c'est plus qu'une histoire de temps là avant qu'il soit transféré, parce que là, tu as montré que tu voulais drafter du jeune ou récupérer du jeune comme Jarrett Allen pour préparer l'avenir. Là, ça va être ensuite André Drummond. À voir. Dites-nous si vous pensez que justement André Drummond va finir la saison à Cleveland, mais tu as le sentiment, je pense comme moi, en effet, que Kobe Altman ne va pas s'arrêter là et renifler ce que ça peut donner contre André Drummond, sachant que, malheureusement, on l'a vu il y a un an avec les Pistons, les contreparties contre André Drummond, ça peut vite être compliqué quand même. Bon, après, je pense que les Cavs, c'est impossible que les Cavs gèrent ça aussi mal que les Pistons l'ont géré de manière absolument catastrophique. Donc, puisque John Henson bosse chez Subway maintenant et que Brandon Knight ne fait plus rien. La gestion du cas Drummond par les Pistons, on en a déjà parlé, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Donc c'est une cata. Bon. En tout cas, côté Cavs, bien joué. Beau petit sneak-in. Ils se sont mis là, au milieu du trade. Faudra voir, en fait, pareil, ça on va voir, ça se trouve. Tu vois, genre si Jarrett Allen devient vraiment le pivot qui marche bien avec Sexton et Garland, plus un petit Okoro, là on dira bien joué, tu te rappelles, là ils l'ont eu pour pas grand chose en fait, tu vois. Ouais. Et ils l'ont eu en refilant Dante Exum et un pic, quoi. Ouais. Là on fera bien joué, tu vois. Donc on va voir aussi combien il va demander quand tu vas vouloir le prolonger. Jarrett Allen ouais. Ah bah tu peux mettre 9 chiffres, hein, mon pote. Hein. Oui, c'est une denrée rare le garçon. C'est 9 chiffres. Hein. Désolé pour ceux qui ont du mal, mais en gros c'est 100 9 millions. chiffres, non.
Il demandera. Neuf. Alors, franchement, Jarrett Allen, il demandera sans 9 problème. chiffres, 9 chiffres, Bastien, c'est-à-dire plus de 100 millions. Ouais. Bon, mais non. Bah, t'es Jarrett Allen. C'est pas Ah ouais c'est pas ce que moi je vais demander et c'est pas ce que j'aimerais. Mais juste, je serais personnellement très surpris que l'agent de Jarrett Allen et de Jarrett Allen regardent les Cavs et disent non, bien sûr, on va prendre 80 millions sur 4 ans. Ah ouais, d'accord. Tu, Ok. tu peux prendre 100 millions sur 4 ans et peut-être que ça en choquera certains, mais les gens se diront bon, bah, ils ont leur pivot de l'avenir. C'est le 2, 3, 4, 5e meilleur contreur de la ligue. Ils ont une bête de défense, ça marche avec les gars. Je veux juste voir ce que ça va Peut-être donner, mais que t'as l'inflation raison, sur moi, ce type sur ce type de prix de pivot, juste, il y a des Ouais, gens qui vont prendre la jurisprudence Rudy Gobert et il y a des agents qui vont commencer à parler c'est quand très, très même fort. pas pareil, hein. Mais oui, Alex, oui, je suis vois ce d'accord, que mais veux tu dire. sais comme moi qu'il y a des agents qui vont dire genre, excusez-moi, juste, ok, il est pas double défenseur de l'année, mais c'est Non, ça voilà. le prix des pivots rim runners qui Il défendent s'est leur arceau. enfoncé un paquet de fois aussi. Hein. Oui. Je veux dire, c'est un très bon contreur, mais est-ce que c'est un si bon défenseur que ça? Individuellement, question, c'est à t'es définir. d'accord? Tout à fait. Individuellement, c'est à définir. Bah, il sera Voilà. bien conseillé par Ton Maker et Javel McGee. Ouais, il pourra s'entraîner, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il aura Javal en mentor. Oh, et putain. franchement, Que de et bon Javal, écho. il va arriver, genre, moi je connais le chemin de la bague. Écoute-moi, Regarde-moi bien, petit. j'ai joué avec LeBron et Stephen Curry, je vais t'apprendre la vie. Du coup, évidemment, les fans des Cavs, n'hésitez pas à donner votre avis. On va aller du côté de l'Indiana. Nos amis les Pacers. Voyons voir le trade côté Pacers. Indiana. Je pose la Ah ouais, je question. savais tout pas de vu suite. venir dans ce trade. Ah bah hein. non, Pas non, non. du tout vu venir dans ce trade. Tout à fait. On De avait toute façon, eu on les quand voit même- jamais venir, les Pacers. nous. C'est ça, jamais. Que ce soit dans les previews ou dans les trades. Tu en parlais tout à l'heure. On avait eu, juste avant que la saison démarre, des petits bruits, des démentis sur Victor Oladipo qui aurait un pied dehors. Lui qui dit mais non, tout va bien, j'adore les Pacers. Et en même temps, on est en dernière année de contrat et sa rééducation et sa réintégration dans le groupe n'étaient pas tip top. Je pose la question tout de suite. Est-ce que Indiana, qui récupère donc surtout Caris LeVert, au-delà du second tour de draft, sera meilleur avec Caris? C'est le débat. Tiens, tu sais que j'aimerais bien répondre à cette question de manière complètement sûre et affirmative, mais j'en sais rien. En toute honnêteté. J'ai vu la déclat de Lillard qui parlait de Levert et qui disait vas-y, montre-leur en gros, ou get out, ou je sais plus comment c'était quoi le terme anglais exact, je me rappelle plus, je l'ai plus en tête, mais en gros, vas-y, quoi, montre-leur, vas-y, explose, quoi, c'est Show maintenant. out. Mhm. Show out, quoi. Voilà. Mm. Caris LeVert, à côté de Malcolm Brogdon, qui est un meneur gestionnaire intelligent, qui n'a pas le fun et le côté hype de Caris LeVert, mais qui est un joueur très fort. Tu peux avoir un retour de blessure d'un TJ Warren, qui lui aussi est un joueur très propre, carré, machin et tout, différent de Caris LeVert, d'accord? Bien sûr. Deux joueurs, Brogdon et TJ Warren, qui jouent extrêmement bien sans ballon. Mhm. Et avec le ballon, mais aussi sans ballon. Ouais. T'as Domantas Sabonis à l'intérieur qui, plus ça va, plus bah, c'est le trompa de Indiana. hein. Voilà quoi. Je l'aime bien les autres, mais c'est le trompa. Le trompa par le lituanien. Et Miles Turner, qui est un pivot qui peut tout à fait jouer sans ballon en attaque. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, sur le papier, franchement, il y a une place assez intéressante pour Caris LeVert à Indiana. Et il y a un groupe où il aura certainement plus de responsabilités qu'il en avait à côté de Kyrie Irving, Kevin Durant et tout. Bah, logique, quoi, hein, tu vois. Ah, là, il va y avoir des money time. Donc, Le pick and roll Levert exactement. d'Abonis, ça va être chaud à défendre. Hein. Donc, pour le joueur, Caris LeVert, Ouais. moi, je le préfère à Indiana qu'à Houston, évidemment, mais qu'à Brooklyn aussi, quoi. Tu vois, je le préfère là-bas, je trouve que c'est mieux pour lui. Ouais. Pour Indiana, j'ai la sensation quand même que ce trade, ça montre bien que même si le début de saison de Ladipo était pas si mal, genre ils avaient tellement envie qu'il se casse. Ah oui. Ils oui, avaient oui. envie qu'il se casse. Bah, ils avaient surtout. Alors qu'ils se cassent, disons qu'ils n'avaient pas Enfin, envie qu'ils- qu'ils se barrent qu'ils contre le perdent R, quoi. contre rien. Ouais, voilà. Et encore que quand tu le perds contre rien, c'est du salary cap en fait. Ah, mais tout à fait, bien sûr. Donc bien sûr, faut bien sûr. bon voilà, faut je veux dire, là tu dois prendre combien il a d'années de contrat encore Caris LeVert. Et c'est ça Attention, qui. hein. Et c'est ça Parce que qui. Caris LeVert, il a pas 22 ans hein. Non, tout à fait, mais par contre, c'est ça qui, moi, je trouvais le plus intéressant avec le transfert du côté 3 d'Indiana, années. Enfin, c'est que, deux tu as, après celle-ci. c'est que tu as récupéré un Caris LeVert qui va être là, en fait, qui va être présent, qui n'est pas très cher, qui a un potentiel encore à exploiter, dont on parlait cet été avec Kyrie et KD, on se disait, est-ce que c'est lui la troisième fourche bah, de la fourche, quoi, tout simplement, du trident. On essayait justement de voir ce que ça pouvait donner avec lui en termes de potentiel. Il y a eu des débuts, là, à Brooklyn, un petit peu bizarres, puis des grosses explosions offensives. Bref, du Caris Bah, un peu LeVert. comme sa carrière hein. C'est du Caris LeVert dans le texte. Là, Indiana, on est dans une vraie structure, on va avoir beaucoup de responsabilités pour l'entre les mains, et donc sous contrat. Donc pas forcément la même pression que pour d'autres joueurs, et en l'occurrence, là, Oladipo. Caris LeVert, il débarque demain.
bah en fait, il a plutôt intérêt à bien s'entendre avec Brogdon et avec Sabonis parce que quand tu regardes le tableau des finances d'Indiana, les mecs ils sont là sur la durée. Hein. On est jusqu'en 2023-2024 avec les, enfin 2022-23 plutôt, je dirais, avec ces 3 garçons. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Caris LeVert, Indiana se prend de la durée et un peu de confort pour travailler, surtout pour une équipe qui aurait pu perdre Oladipo contre rien. Donc certes, ça lui faisait du salary cap, mais ça signe quoi comme agent libre les Pacers? Pardon, mais tu vois, qu'est-ce que t'en fais de ton salary cap? Là, tu vois, ils ont fait un coup énorme, ils ont signé Brogdon, c'est le coup énorme des Pacers depuis combien de temps? Depuis qu'ils ont fait, bien sûr, depuis qu'ils ont fait un trade pour récupérer Oladipo et Sabonis contre Paul George, mais en free agency. Mais c'est pas un coup d'agent libre, ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc moi, je peux comprendre ça, qu'ils n'avaient pas envie que même pour eux, si tu perds Oladipo du cap, le mec fait du cap. Ouais, bah super, génial. Donc moi, je comprends ça. Par contre, Oladipo avait déjà prouvé, et sous le maillot d'Indiana, qu'il pouvait être un All-NBA player. Ah ouais. J'attends. Pour Indiana, ce qui serait intéressant, c'est que LeVert puisse prouver la même chose ou pas loin. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, intrinsèquement, quelque part, ils y perdent. J'adore Caris LeVert, je le trouve très fort, mais genre, est-ce qu'il est vraiment tellement meilleur qu'un bon Oladipo en attaque? Je demande à voir. Et défensivement, il n'y a juste pas photo. Toto est plus fort. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, attention aussi. Moi, il me hype de ouf, il crosse, il machin. Par contre, un match sur 2, il n'est pas forcément bon. En playoff, Indiana, s'ils veulent aller en playoff, Indiana, et s'ils y vont, ils voudront éviter de se faire sweeper comme l'année dernière, tu vois. Sûr, donc ils auront potentiellement besoin d'un Caris LeVert et tout. Là, tu as besoin de régularité. Ouais. Parce que quand tu arrives en playoff, qu'il s'agit de te faire défendre par Jimmy Butler ou par Chris Middleton ou par... tu vois bien ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Des gars comme ça, mec... Ah non, mais c'est sûr. Moi, je pense que là où il va s'éclater, où les fans des Pacers vont vraiment l'apprécier, c'est que Oladipo était capable de créer son shoot. Il y a pas beaucoup de joueurs à Indiana qui peuvent créer leur propre shoot. T'es défendu par Butler, t'es défendu par d'autres gars, et ben Caris LeVert, dans certains soirs, on s'en bat les couilles qu'il est Marcus Smart ou qui que ce soit, il est juste trop fort. Et donc ça, à Indiana, Brogdon est sympathique, mais Brogdon est capable certains soirs de créer son shoot, mais ce n'est pas un créateur pour lui-même. C'est un joueur qui score efficacement, mais qui est surtout un gestionnaire. Domantas Sabonis peut créer pour lui-même, mais c'est pas un playmaker balle en main. Enfin, je veux dire, comment dire, c'est pas un playmaker off the dribble. Enfin, tu vois, c'est Caris LeVert, tu le mets en isolation, t'es en galère, il te termine le match. Et c'est ce qu'ils avaient parfois avec Oladipo. Là, tu as cette version-là avec encore du potentiel à développer. Donc, je pense que Indiana, il gagne offensivement. Il y a un côté culot, il y a un côté je suis pas comme le reste de l'équipe, donc du coup, j'apporte à l'équipe ce truc comment dire, ce taux d'imprévisibilité dont les Pacers peuvent avoir besoin et tout. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Ce que Oladipo a apporté. On parle bien d'imprévisibilité. Bien sûr, totalement. C'est-à-dire que certains soirs, ça va être une galère et Caris LeVert, on va revenir sur le running gag en disant ils ont perdu le transfert, etc. Donc, je pense qu'ils vont s'y retrouver et évidemment, il y a des questions défensives. Moi, c'est surtout côté fan des Pacers, cette espèce de running gag qu'il y a eu pendant quelques mois sur le transfert de Paul George, où ils avaient récupéré Sabonis et Oladipo notamment. Donc maintenant tu as gardé Sabonis et on voit ce que ça donne. Oladipo devient maintenant Caris LeVert. Est-ce que quelque part, parce que à chaque fois les fans des Pacers aiment bien en remettre une couche sur ce transfert de Paul George, est-ce qu'ils vont vraiment s'y retrouver avec Sabonis et LeVert à un très haut niveau et donc des Pacers qui continuent à fermer des bouches? Ça va être assez intéressant sur les prochains mois. Ouais, ça va être intéressant. Et puis moi, de toute façon, tant qu'on me donnera là au prochain playoff, par exemple un Pacers Nets, ça me va. Je suis content. Bien sûr. Ça me va. Bien sûr, ça on prend toute l'année, tout à fait. Même un Pacers Bucks et puis Caris LeVert, mais tout le monde dans sa poche. Non, mais Pacers Net avec Caris LeVert et tout, enfin bref. Dans tous les cas, les fans des Pacers, dites-nous ce que vous pensez de cette petite incrustation comme les Cavs dans ce transfert de James Harden, ce blockbuster trade. Nous, on va terminer évidemment avec la sauce. Le trade côté Nets. Kyrie, KD, James Harden, est-ce que ça peut marcher? Steve Nash, comment ça se passe? Ça y est, on l'a. Cette phrase semblait incroyable il y a quelques semaines, maintenant elle est réelle. Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant sont dans la même équipe, coachés par Steve Nash, Mike D'Antoni, avec Amari Stoudemire en assistant. Tout va bien, Jacques Vaughn aussi dans le coin. Côté Nets, tu as récupéré James Harden, très bien. Ok, tu as, en termes de joueurs perdus, tu perds Caris LeVert, ça semblait inévitable. Tu as lâché des pics de draft, ok, gros investissement, on va pouvoir y revenir. Tu perds Taurean Prince, why not? Tu perds Jarrett Allen, avant de parler des apports... Why not? Wow. Why not? Je veux dire, je te dis pas que c'est une perte facile,
Mais genre, quoi, ils croyaient quoi tu croyais que tu allais pouvoir regarder tous tes meilleurs jeunes et choper James Harden? Non, c'est Attends. juste que, évidemment, c'est juste qu'avant de développer ensemble sur les apports de James Harden, évidemment, chez les Nets, c'est juste. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu le transfert, et évidemment, tu peux pas avoir James Harden contre Rodion Kuroc, c'est terminé, tu vois. Sinon, fallait Mais- lâcher Kyrie, quoi. Et sinon, tu lâches Tu vois, Kyrie. moi, au tout début, quand on a compris que le trade allait tomber, j'étais là genre, est-ce qu'avec tout ce Est-ce qui que vient de c'est se quelqu'un qui a passer avec bougé, ouais. Kyrie, blablabla, l'anniversaire de sa sœur, la vidéo, le machin, le truc, on a vu le statement très corporate des Nets et tout, est-ce que c'était pas genre, j'étais là genre, putain, ça se trouve, ils vont nous mettre Kyrie dans le bordel. Bon, non. C'est Ils trop ont fait chaud un vu qu'il big est venu, three. bien sûr, vu qu'il est venu dans le package avec Non, mais Kevin je suis Durant. d'accord. Je suis Mais, d'accord. mais c'est surtout le fait que là, dans la raquette, je t'avoue que côté raquette des Nets, autant offensivement, on va pouvoir en parler de KD, Harden, Kyrie avec un ballon et donc un potentiel offensif comme rarement on en a vu. Mais autant là, dans la raquette, je t'avoue que juste DeAndre Jordan et Claxton potentiellement... Oui, évidemment, c'est trop juste. Mais ça, je vais pas te dire le contraire, Bastien. Ce que je te dirais juste, par contre, c'est que tu as encore maintenant tu peux encore recruter. Tu as encore ta mid-level Bien sûr. exception. Tu as encore ta minimum exception. Et ils vont aller Et chercher des tu gars, as bien sûr. encore, tu es en passe. C'est pas encore validé, je crois, mais tu pourrais obtenir une disabled player exception, tu sais, pour la blessure de Dinwiddie. Bien sûr. Pour Donc Spencer. tu peux avoir 3 contrats à peu près honnêtes, des contrats 5-6 millions l'année, affiliés à des joueurs. J'ai été faire un micro-check vite fait de joueurs là sans contrat. Tu as du Rondae Hollis Jefferson, tu as du Dwayne Dedman, tu vois, bon, je te dis pas que c'est des génies, ces gars-là, attention. Non, mais ils Je feront te le dis boulot. que c'est des gars de devoir, avec déjà de l'expérience en NBA, Bien sûr. avec des défauts qu'on connaît, mais aussi des qualités qu'on connaît, et que tu pourrais très bien signer, et qui, à mon avis, signent des 2 pieds et des 2 mains directs si Sean Marks les appelle et dit à Dwayne Dedmon, tu veux venir jouer 15 minutes dans la rotation des Nets? Bien Voilà. sûr, je botte juste en touche cet aspect-là de défensif du fait de perdre, notamment Jarrett Allen, et parce que ça fait partie des joueurs qui font partie du trade, pour qu'ensuite on parle uniquement du positif. Je fais uniquement ça parce que Non, mais en fait, je parce qu'il y a faisais des ça vrais dans le il y avait prolongement. des interrogations défensives sur le début de saison des Oui. Nets. Mais bien sûr, il y en a des énormes. Ils ont pris des piles de points incroyables. On est tous d'accord là-dessus. Mais d'ailleurs, alors bon, après, on mélange un peu les sujets, mais je vais mettre de l'ordre. Vous inquiétez pas, je vais mettre de l'ordre. Ils ont pris des piles de points avec Jarrett Allen, Ah, mais où bien j'ai sûr. rêvé. Ah, bien Bon, sûr. ils ont pris des piles de points avec Jarrett Allen, qui est un putain de contreur. Des piles de points avec Timothée Luwawu-Cabarrot, qui est plutôt un bon défenseur. Oui, avec Bruce Joe Brown Harris, aussi. Joe Harris, il défend pas si mal que ça. Kevin Durant, bon, on voit bien que sur son retour de blessure, il a moins envie de faire les efforts, mais ça reste un mec qui se positionne intelligemment, qui est capable de faire des choses en défense. Tu viens de citer Bruce Brown, il y a, comment il s'appelle, Jeff Green. Bon, Jeff Green, bon, c'est pas un défenseur né, mais c'est un joueur d'expérience qui sait se positionner. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans être une équipe défensive, Brooklyn a des joueurs qui peuvent faire en sorte que leur défense soit average un peu moins, tu vois, je sais pas moi, entre 15 et 20e au defensive rating par Oui, exemple. c'était pas tout à fait contre la défense globale des Nets que je parlais de ça, c'était contre purement le poste de pivot, où certes en effet, Jarrett Allen parfois s'est fait enfoncer, mais où je trouve que le début de saison de DeAndre Jordan, nom de Dieu, Dégueulasse. et que ta rotation derrière est faible. Donc tu vas avoir des joueurs à recruter là rapidement entre toutes les options Ouais. que tu as mentionnées, mais ce sera hyper intéressant et tiens à zoomer dessus dès le début avant de parler de Harden et d'attaque et de compatibilité avec Harden et Kyrie, parce que vu les objectifs des Nets, Non mais t'as raison. si ton seul poste 5, là c'est DeAndre Jordan avec Claxton derrière toi, en gros on va se regarder, on va faire Claxton genre... a du potentiel, moi je l'aime bien ce gamin. bien sûr, pareil. Je suis curieux de le voir avec plus de temps de jeu. On vise le titre, Je pense qu'en gros, faut rajouter une pièce de viande. Ah, c'est ça. Il te faut 3 gars, parce que DeAndre Jordan, ouah, t'as raison d'en parler, son début de saison, c'est vrai. Heureusement qu'il est pote avec KD, je me permets. Moi, si je faisais juste mon laïus sur la défense globale, c'est ce que je veux dire. On a beaucoup dit, oh là là, comment ils vont défendre sans Jarrett Allen? Je réponds juste, genre, regardez, avec Jarrett Allen, pardon, mais juste la défense, elle n'était pas non plus. Non, bien sûr. La défense, ça reste un truc collectif, ça reste un truc d'envie, de motivation. Pour moi, la défense, ça sera aussi genre. Et là, on arrive au vrai sujet, quoi. Est-ce que Kyrie Irving et James Harden sont capables de faire des efforts sur ce plan-là et sur d'autres pour gagner? Tu peux,
Tu peux, mais... Non, Ça tu vient peux- un tu peu de peux. là aussi. Bien sûr, tu peux. Tes leaders vont devoir faire le boulot. Mais en Et là, fait, on attaque le gros du sujet. Hein. tout à fait. Mais quelque part, j'ai envie de te dire, je sais même pas si c'est forcément un truc qui intéresse. Enfin, qui intéresse. Je sais pas si c'est quelque chose dont se préoccupe vraiment Steve Nash et ses Non, assistants. t'as raison. Ou c'est plus en fait ouais. genre, ok, en fait, si on arrive à faire en sorte que Kyrie, KD et Harden, au niveau des minutes, des répartitions et des rôles, peuvent jouer ensemble et être complètement de l'ordre létal face à nos adversaires, en fait, on s'en bat les couilles de les défendre. Parce que ça se trouve, on a 3 des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps sur les mêmes lignes extérieures, et démerdez-vous En fait, pour défendre là-dessus. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que si ta défense elle est average moins, bah, peut-être qu'en fait, vu que ton attaque elle est totale élite, peut-être qu'en fait tu t'en fous Tu t'en quoi. bats les couilles, quoi. Parce que j'ai beaucoup. Alors, bon, après, on va y venir, tu vas me donner ton avis. J'ai beaucoup vu l'éternel, tu sais, le sempiternel, genre, il n'y a qu'un ballon. Moi, franchement, j'ai envie de dire un énorme stop à ça. Je pense que c'est pas là que ça se joue. On est tous au courant, on regarde tous du basket, on est tous au courant qu'il n'y a qu'un seul ballon. On a déjà vu des superstars se foirer complètement dans leur cohabitation. On a déjà vu des superstars réussir leur cohabitation. Bien sûr. Et pourtant, il n'y avait qu'un ballon, et pourtant, tout le monde a eu du ballon. Je pense qu'il y a un mot, au-delà même de la défense, il y a un mot très important là dans les Nets pour le futur, c'est le mot sacrifice. Est-ce que Harden, KD et Kyrie, je parle pas de défense, je parle de globalité, hein, sont prêts à faire quelques sacrifices dans le jeu, en termes de ballon que tu as dans les mains, en termes de partage, en termes de... Genre, c'est KD qui est chaud, c'est KD qui a les ballons. C'est Harden qui est chaud, c'est Harden qui a les ballons. C'est Kyrie qui est injouable, c'est Kyrie qui a les ballons. Est-ce qu'ils sont capables tous les trois? Est-ce que là, ils sont déjà tous à Brooklyn en train d'avoir une conversation en mode on va gagner? Ou est-ce qu'ils sont chacun dans leur piole d'hôtel en train de jouer aux jeux vidéo et ils se voient à l'entraînement? Je vois ce que tu veux dire. Je suis assez optimiste là-dessus, dans le sens où Sur on a sur le fait qu'il puisse y Sur avoir le des sacrifice. sacrifices et sur le Ouais. fait qu'en fait on n'est plus du tout en fait nous chacun les têtes de gondole de notre franchise. En fait là, comme on l'a vu lors d'un match dont on avait parlé face aux Hawks où Kevin Durant démarre fort. Puis et Kyrie Irving n'est pas bon, puis Kyrie commence à devenir chaud patate dans le 4e quart-temps. Là, c'est KD qui fait attends, laisse-le vraiment gérer. Tout de suite, KD, dans ses actes, dans ses paroles et dans ce qu'il montre dans le vestiaire et sur le terrain, il montre qu'en fait, ce ne sera pas forcément tout doit passer par lui. Et s'il y a quelqu'un qui est chaud, mettons-le en avant. Il a vachement bien parlé de Joe Harris et de certains des autres coéquipiers de Timothée Brooklyn. Luwawu, KD de et Timothée Timothée Luwawu, ça a l'air de vachement bien matcher et tout. Faut pas Complètement. demander à Donc, Timothée, mais Donc je pense que James Harden, s'il arrive, il arrive dans un vestiaire où tu as KD, titré, MVP des finales, son poteau. Kyrie Irving, tout à fait, son poteau, Kyrie Irving, titré, pas MVP des finales, mais titré quand même, James Harden, il n'y a pas la bagouze, il n'y a pas MVP des finales, bon, gros, tu peux nous dire ce que tu veux, mais il y a un moment où nous, on le connaît le chemin. Et je pense que Harden, lui aussi l'a mentionné, c'était un aspect assez peu raconté sur ce trade, c'est le fait que je crois il y a 1 ou 2 ans, au All-Star Game, il parlait avec Mike Budenholzer et avec Stephen Curry du fait que, bon, ok, il aime bien comment ça se passe à Houston, mais il a aussi envie de jouer un autre type de basketball en fait. C'est sympa les isolations, et je pense qu'il se régale là-dedans, James Harden, parce qu'il fait ses stats et qu'il kiffe, parce qu'il est au centre de l'attention. Mais Harden, moi je pense qu'il peut rentrer dans un rôle encore plus dingue, où il n'est pas forcément dans le monopole du ballon, mais alors par contre quand tu lui files le ballon, tu vas avoir un niveau d'efficacité et de trouver des coéquipiers qui va être complètement dingue. Et puis attends, peut-être que ce Je suis sont des confiant joueurs sur les qu'on peut sacrifices. critiquer. Kyrie Irving, on l'a critiqué pour ses déclarations, pour des fois des comportements de la communication un peu chelous. James Harden, on l'a un peu critiqué aussi là récemment. Kevin Durant, il en a pris pour son grade à certains moments, mais sur l'extra sportif. Hein. Par contre, sportivement parlant, là, l'histoire du qu'un seul ballon, là. Moi, qu'est-ce que je vois là? Je vois 3 superstars. Pour moi, ce sont tous les 3 des superstars. Je vois 3 superstars offensivement, mais pardon. Mais je veux dire, les 3, tu peux les mettre dans le top 10 sans problème. Hein. Eh ben, Tu tout vois à fait. Et même, je vais même plus loin, juste pour dire ce que tu allais dire. Kyrie Irving, tu peux dire, je suis le meilleur meneur en isolation de la ligue. Tu es Kevin Durant, tu peux dire, je suis le meilleur ailier fort en isolation de la ligue. Et t'es James Harden, t'es le meilleur en isolation au monde. Donc, sur ton poste, t'es le meilleur. Oui, et en plus, Kevin Durant, sans ballon, mais c'est un tueur. Kyrie Irving sans ballon, moi je trouve pas dégueulasse. Il l'a déjà montré à côté de LeBron, on est d'accord ou pas? Il l'a déjà bien montré à côté de LeBron et il l'a montré aussi là avec les Nets, d'accord? Pas trop avec les Celtics, mais avec les Nets.
James Harden, il a déjà été 6e homme au Thunder. Donc là, c'est vrai, comme tu le disais, ça fait 8 ans qu'il a tous les ballons. Donc à voir comment lui rentre dans ce moule-là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue tactico-technique, hein, comme les gens ils aiment bien, hashtag tactico-technique, ça reste de la science-fiction, mais c'est possible. C'est archi possible. Bien sûr. Et on en revient à la notion que je mettais au début, c'est une histoire de sacrifice. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir mettre 30 points chacun par match, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Je pense que ce qui est souhaitable, c'est qu'on trouve le juste équilibre de Kevin Durant, quand il a le ballon, James Harden, il faut qu'il apprenne à se positionner au bon endroit. Peut-être que James Harden, il doit venir faire un écran à Kevin Durant ou à Kyrie Irving de temps en temps. Et que si on commence à avoir des pick and pop efficaces, si tu veux, entre Kevin Durant et James Harden, bon bah là... c'est la matrice à défendre. Non, bien sûr, tu veux faire. Tu peux rien faire. Donc, du coup, d'un point de vue tactico-technique, c'est possible. Tu peux obtenir un truc offensif jamais vu, hyper bizarre. Et c'est ce qui fait kiffer les Nets, c'est ce qui fait que Sean Marks prend le risque. Hein. Où ça s'éclate, où Steve Nash, quoi qu'il arrive, il a une brute offensive, minimum une brute offensive sur le terrain. Quoi qu'il. 48 minutes, mon pote. Hein. Tu peux donner ouais, tu peux même faire les soirs où les trois sont là. Bah, on sait qu'il y a un des gars qui commence à sortir en premier, donc après t'as Harden et KD peut-être qui sont là et Kyrie revient en début de second quart-temps. Enfin, on sait que ça va vachement bien rouler. T'en as tout le temps et tu peux toujours avoir genre ah bah tiens il y a une quatorzaine là pour KD où Kyrie est en train de faire les anniversaires de tous ses frères, ses sœurs, ses cousins, etc. J'ai quand même James Harden et des plots et on sait que ça. Mais oui, tu peux avoir en match, tu peux avoir la seconde unit, mon gars, deuxième quart, t'as Kyrie Irving et Kevin Durant sur le banc, t'as James Harden entouré de Timothée Luwawu, Joe Harris, Nick Claxton et Jeff Green. Tu sais que ça va en gagner des deuxièmes quart-temps contre les secondes units dans la ligue, ça. Hein. Je pense qu'on est flippé à l'idée, et excité à l'idée qu'il puisse y avoir ce potentiel offensif maximal et que Steve Nash, qui montre des bases en tout cas assez intéressantes en termes de gestion de ses joueurs et du jeu, peut laisser ses gars, même si les résultats sont pas à la hauteur de peut-être des attentes, le contexte a été particulier, mais il a montré des bases qui peuvent être vachement bien au niveau de sa gestion du groupe, et on va avoir des soirées complètement dingues. Moi je me réveille ce matin, je suis Giannis avec Chris Middleton, et je me dis, Zarma, en fait, comment je suis Jason Tatum, je fais, mais les gars, vous êtes relous. Je suis le hit. Ouais, je suis le hit, je suis les Sixers, toutes ces équipes-là se disent forcément, attends, parce que si on est sur une série et qu'il faut remporter, il faut que notre adversaire ne remporte pas 4 matchs et que tu as un gros match de Kyrie, un gros match de Harden, un gros match de KD, c'est bon, en fait t'as déjà 3 matchs dans la sauce, quoi. Les money time, hein, mec, les money time entre Kyrie Irving et Kevin Durant, attention. Hein. Tout à fait, et on l'a vu sur le début de saison, ça c'est un aspect intéressant, c'est qu'on a des joueurs qui sont trop forts individuellement, et pourtant, je crois que c'est quand on avait fait les conclusions hâtives, on a dit il faut un killer, parce qu'il y avait eu quelques matchs, des fins de match qui étaient loupés. Ça va être intéressant à regarder ça parce que tu as des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient tout casser à titre individuel, mais là, il faut trouver le meilleur shoot. Après, quand tu vois ce que Kevin Durant vient de faire aux Nuggets, tu te dis qu'il avait regardé l'apéro conclusion hâtive. Mais bien sûr. Moi, Alex, il y a juste les Nuggets, ouais, il y a une question parce que tu parlais de sacrifice tout à l'heure et moi, ça me fait penser notamment à un point récent et je te pose la question et je veux bien la réponse des gens là-dessus. On a vu dans la construction des trios récemment dans l'histoire de la NBA que c'est trop difficile d'être, entre guillemets, à égalité 33-33-33. C'est-à-dire qu'on a souvent dans un trio, on a souvent, en termes de répartition des forces et de 33%. Oui, 33%. On est souvent sur un duo fort avec quelqu'un qui doit accepter d'avoir un rôle moindre. Salut Kyrie. Oh pardon. J'ai dit à voix haute. Et donc, c'est pour ça que je pose la question, c'est que, évidemment, tous les modèles sont différents, mais on a vu avec des postes qui étaient différents, mais que LeBron et Wade faisaient aussi que Bosh était sur le côté. On a vu que LeBron et Kyrie faisaient que Love était sur le côté. On a vu aussi que pour KD et Curry, il fallait que Klay Thompson soit sur le côté, et ça lui allait très bien. Là, on est sur 3 joueurs avec des personnalités particulières, avec des palmarès particuliers. Est-ce que, et c'est ça qui m'inquiète potentiellement le plus, est-ce que tu peux avoir un joueur qui accepte d'avoir un rôle moindre parce qu'il le faudra, je pense. Ah non, mais c'est la grosse menace. C'est pour ça que je bassine avec mon idée de sacrifice depuis le début. C'est la grosse menace. C'est qu'on a 3 joueurs qui, pour l'instant, à part peut-être un peu Kevin Durant, qu'il a un peu connu avec les Warriors, quand même. Il a accepté de baisser ses moyennes de points un petit peu. Tu vois, il a été MVP des finales, mais c'était quand même l'équipe de Curry. On l'a suffisamment répété, quoi, tu vois.
Et puis en plus, Kevin Durant est quand même le plus expérimenté des trois. Et en plus, il a le profil, pas dire, genre à la main, à la création pure. Kyrie ou Harden ou Kyrie. Dans les deux cas, tu sais que tu vas avoir un truc super, quoi. T'es Bien d'accord? sûr. Ouais. Aucun de ces deux-là ne peut prétendre avoir l'efficacité et le killer instinct Non, offensif de Kevin Durant. c'est C'est impossible. mort. Pour moi, le daron, le patron, ça doit être Kevin Durant. Mais ça, personne ne va le remettre en cause. Personne. J'espère. Mais non, j'espère. Alex, personne. Personne ne va faire ça. Ah, on James verra. Harden, mais James Moi, Harden c'est ne la va pas plus grosse débarquer menace. maintenant. Oui, mais James Harden ne va pas débarquer maintenant et dire au fait, c'est moi le patron Non, maintenant. Pas maintenant, mais je te parle dans les faits, dans la gestion, dans les déclarations. On est à New York, il y a des tentations. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas trop, mais il va y avoir des tentations partout. Tu vois, il y a plein de trucs. Donc, pour moi, le vrai truc, il est dans le côté sacrifice, leadership. Est-ce que ces trois joueurs sensationnels sont capables de cohabiter pour le bien du collectif? Et ouais. C'est la plus grosse menace pour moi. C'est Autant- le plus gros challenge. Ouais, bien sûr. C'est un challenge hallucinant. Tu peux avoir en effet des petits soucis à ce niveau-là. Encore une fois, sur ce genre de grosses équipes, on l'avait vu avec le début des Heatles, puis le début des Warriors, etc. C'est dans les matchs serrés qu'on va voir notamment comment ça fonctionne. Comment est-ce que tu finis? Parce que des branlés, il va y en avoir. Attention, le soir où ça clique, comme on a dit, entre ces trois-là, Laisse tomber. il va y avoir des pilules. Les secondes units. Ah, Il y a des non, secondes units. ça va être des Comme je pilules. t'ai dit tout à l'heure, elles vont jouer James Bien sûr. Harden avec Jeff Green, Timothée ou je sais pas quoi, Chamette, et elles vont prendre plus 20. Enfin, moins Et 20, ça va être un massacre, on voilà. est d'accord. Mais dans la gestion des fins de match et ou quand ça rentre pas trop au tir extérieur et donc du coup il faut se réajuster, à voir comment est-ce qu'ils réagissent parce qu'on sait que les Nets aussi ça bombarde à distance et donc les soirs où Luaou, Joe Harris ça rentre pas trop, du coup comment est-ce que tu reviens de 10-12 points de retard? Tout à fait. Ou les soirs où tu joues Joel Embiid et Joel Embiid il est énervé, et puis t'as rien à lui mettre, t'es en face. Qu'est-ce que tu fais? T'es T'es niqué. comme un con, bien sûr, Tu bien sûr. subis, tu vois. Ou les soirs où tu joues les Celtics hyper bien organisés avec du Tatum et du Brown en feu. Enfin, Ouais. il y a plein de choses, quoi. Donc non, bien sûr. Attends, il y a des difficultés. Ce qui me fascine en tout cas, j'y pensais là quand je savais qu'on allait se faire l'apéro là cet après-midi, ce qui me fascine avec ce transfert, c'est que tu vois, j'en parlais en intro, tu vois les Clippers qui hypothèquent leur flexibilité à l'avenir en récupérant Paul Ils ont George. hypothéqué leur avenir. Tu as hypothéqué pardon. ton avenir. Ouais. Tu es Milwaukee, tu as fait des tours de passe-passe pour récupérer Jrue Holiday. T'es les Lakers, t'es un peu tranquille parce que t'as eu ta bague, mais t'as quand même envoyé voilà les choses en échange de LeBron en échange d'Anthony Davis. Mais maintenant tu les as verrouillés, t'as ta bague, donc à la limite ça va. Mais il y a des franchises comme ça qui ont, et donc les Nets rejoignent cette danse, qui ont hypothéqué leur Ils viennent avenir. d'hypothéquer leur avenir. Tout à fait. Exactement. Et donc tout le monde ne peut pas être champion. Et c'est ça qui me fascine avec ce transfert, c'est il y a une espèce de surenchère là de la star et de la compétitivité, et quelqu'un va devoir perdre et quelqu'un va devoir s'incliner. Si là on a une finale de conférence entre les Nets et les Bucks, je dis n'importe quoi, ça veut dire que t'es Boston, t'es Brad Stevens, t'as encore fini en demi. Si t'es Doc Rivers, le c'est les perdant Sixers. d'un Nets Brooklyn en finale de conf, c'est une mauvaise saison limite. Mais complètement, c'est même pas le limite, c'est qu'on va se Et là retrouver dans les 30 previews, on va faire l'objectif, c'était la bague, t'as même pas été en finale NBA, t'es comme un connard. Et Steve Nash, il a beau être coach rookie, énorme pression sur les épaules. Bien sûr. L'autre, c'est si ça, ça hein. marche pas, on va regarder très fort, on va dire oui, mais tu comprends, Steve Nash, les rotations et gna 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 et tout ça. Bien sûr. Énorme pression sur ses choix là. C'est ça qui me fascine en tout cas avec ce transfert, c'est que c'est comme si Sean Marks avait envoyé un texto à Lawrence Frank, Jerry West, les mecs des Clippers ou les gars de Milwaukee et qu'il avait juste fait genre allez, je suis renchéri, plus 50 sur la table all-in. Parce que là c'est vraiment un all-in de la part des Nets quoi. Tu vises plus que le titre. Là je veux dire si tu le remportes pas en saison 1, on s'en battra les couilles que Nash soit coach rookie. Je veux dire on le dira. Mais on s'en battra les couilles parce qu'on sera les premiers à dire et ça n'a pas marché, et c'est pas passé, et patati et patata. Tout dépendra de la manière et de la façon que ça va se passer. Mais oui, les Nets sont d'ores et déjà obligés de jouer le titre. C'est ça. Tu joues pas vraiment autre chose. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage hier sur Twitter. Je veux bien ton avis sur les résultats. Parce que j'ai fait un sondage hier, comme il y avait un petit peu de gens qui commentaient le... Tu vois bien quoi, Bien sûr, le blockbuster. Le blockbuster. J'ai fait un sondage, je te le mon retrouve vite boomer. fait. J'ai demandé, selon vous pour les Nets, le Big 3, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, c'est
le titre assuré. Toi, t'as fait du VSD, toi. Le titre assuré, au minimum les finales, NBA, un upset en playoff ou un rêve puis un cauchemar. Tu sais qu'il y a quand même eu presque 10 000 personnes qui ont voté, donc c'est quand même un échantillon correct. T'as que 4% des gens qui ont mis le titre assuré. Oui, bah normal. 4%, mec. Bah normal. D'accord. C'est pas ça qui me choque. Vas-y, donne-moi la suite. Ça va. 37% disent c'est au minimum les finales, NBA. Oui. Ouais. 18% disent que ça peut être un upset en playoff. Et 41% des gens, donc la plus grosse part, disent c'est un rêve puis un cauchemar. Normal. Ah bon ? Oui, Okay. Perso, parce que même si je ne suis pas forcément d'accord, normal parce que c'est difficile d'avoir des joueurs plus critiquables et polarisants que Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant. On a Kyrie Irving, le représentant même, avec ce qui se passe en ce moment. On peut dire, pour les raisons personnelles, on en saura un peu plus, mais Kyrie Irving, tu demandes à des gens qui ne connaissent pas trop ce qui se passe précisément, ils vont dire Kyrie Irving, c'est la Terre, elle est plate. J'ai laissé LeBron. Et, enfin, tu vois, je veux dire, il a une image quand même qui pousse à la critique. James Harden, il y a des montages de lui avec un maillot, t'as l'impression que c'est un taille S. Avec des maillots. Des maillots taille S, des maillots retirés dans des strip clubs et des passages en boîte sans masque. Kevin Durant, il y a des burner accounts. Ce que je veux dire par là, c'est que j'adore LeBron, Wade et Bosh à Miami, mais en termes de vilains, rassemblés. Non, mais c'est clair. Et donc, quelque part, ça ne m'étonne pas si tu veux les résultats des sondages. Ils sont hyper polarisants parce que on le voit bien d'ailleurs. D'un côté, t'as des mecs qui sont là, genre, oh, c'est une équipe cheatée. Hein, donc, une équipe truquée, quoi. Enfin, trop forte, quoi. Ok. Et de l'autre côté, t'as limite des gens qui sont en train de te dire, oh là là, mais ils ont perdu Jarrett Allen, mais comment ils vont faire pour jouer au basket, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ce qui fait que... Entre les deux, il y a quand même de la place, quoi. Bien sûr, c'est ce qui fait qu'en soi, je suis pas étonné par les résultats du sondage, mais c'est hyper intéressant et ceux qui peuvent, allez-y encore, il doit rester quelques heures encore sur le sondage, donc allez sur le compte d'Alex. Ouais, il reste 5 quelques heures, c'est 24 heures. Mais moi, je t'avoue que par rapport à ta question, moi, je répondrai un peu plus, il faut aller au moins une fois en finale NBA, parce que par contre, si tu as des joueurs aussi forts dans l'histoire de la NBA qui n'arrivent pas à aller en finale, là par contre on va se marrer. Attention, n'importe quelle saison qui se termine pas avec un titre, ça va être la foire à la saucisse au niveau des critiques et des montages. Là, n'importe quelle défaite des Nets, ça va être une dinguerie. On pourra même pas dire oui c'est la faute d'eux, ils s'y connaissent pas assez ensemble, etc. Dans tous les cas, les fans des Nets, dites-nous ce que vous en pensez. Les fans des autres franchises aussi, parce que là je parlais de comment ça se réveille à Milwaukee, comment ça se réveille à Los Angeles, comment est-ce que ça se réveille ailleurs, comment est-ce que certains... À Los Angeles, ça se réveille comme ça, genre oh ça va, tranquille. Ils sont par contre à Boston, à Miami, c'est ça. À Philadelphie, alors là... à Milwaukee, le réveil c'est putain, mais c'est quoi merde. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais restez à l'ouest. Mais il y en a qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils restent pas à l'ouest? Non, c'est chaud, oui, c'est parce que LeBron est à l'ouest maintenant, c'est ça. Donc on va tous aller à l'est pour récupérer les titres, c'est comme ça. Dans tous les cas, voilà pour l'apéro global spécial transfert de James Harden. On va surveiller ce qui se passe dans les prochains jours, l'intégration du barbu dans l'effectif de Steve Nash. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces aspects. On a fait un apéro global et on se retrouve très vite sur la chaîne préférée de ta chaîne préférée avec plein d'autres analyses. Bravo aux Nets et bravo aux franchises pour ce magnifique transfert. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.